Soyons fous, comme dit le monsieur. Eh bien, bonjour tout le monde, nous sommes le 8 mai 2014 et je suis en grande conversation visiophonique avec quelqu'un que j'ai rencontré dans les années passées, mais il n'a pas vieilli du tout. Il s'appelle Joël Reboul. Joël, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Alors toi, tu es dans le métier depuis que tu es sorti du berceau, en gros, À peu près, oui. à peu près. Et alors, tu lances une nouvelle start-up qui s'appelle Vox Talk. Alors, pourquoi ce nom d'abord? Voxtalk, on cherchait un moyen original de rappeler qu'on allait sur le marché de l'hi-fi. Ouais, Et tu sais, on est des vieux, même si on est jeune, on est des vieux du monde de l'hi-fi, nous. Et la voix de son maître, c'est quelque chose qui nous a marqué. Mais on ouais, voulait ouais. quelque chose d'un peu plus moderne. Donc Voxtalk traduit bien l'idée que, en fait, on stocke la musique quelque part et on la rend disponible n'importe où et dans n'importe quelle circonstance. Et en plus, on a un petit peu joué avec Vostok, qui est la capsule russe, parce Ouais. que notre produit s'appelle Audio Capsule. Donc c'est un mix, si tu veux, de ces deux dimensions. D'accord. Alors, ça consiste en quoi? En fait, on fournit un terminal, un appareil hi-fi, si tu veux, haut de gamme, une application tablette, des services cloud, et on rend également une partie de cette technologie disponible pour des kits do-it-yourself, donc des kits à monter soi-même, sur des cartes Raspberry qui sont un petit peu à la mode en ce moment. L'idée, c'est vraiment de proposer des solutions hi-fi connectées qui modernisent un petit peu ce qu'on a connu de la hi-fi et qui exploitent les technologies du moment. D'accord. Alors, la hi-fi, c'est quoi pour toi? C'est quelle qualité? Ah, c'est la plus haute, hein. C'est, on parle de lossless, on parle de fichiers FLAC, on parle même de DSD maintenant. Euh, Malheureusement, et tu vois, ta question est complètement pertinente, beaucoup de compagnies disent vendre de la hi-fi parce qu'ils te vendent des haut-parleurs connectés en Wi-Fi, ce qui Ouais, est très intéressant. Pour nous, c'est pas de la hi-fi, c'est pas de la haute qualité. Le marché s'est habitué à de la qualité MP3. ouais. Tu sais, c'est un peu le passage de la SD à la HD en vidéo, hein. Quand tu commences à écouter du lossless sur un équipement hi-fi qui tient la route, tu peux plus revenir en arrière. Donc l'hi-fi, c'est vraiment l'accès à la haute résolution, Donc, à la haute qualité. les fichiers que toi, tu vas nous permettre de disposer, on va en parler après, c'est du FLAC? On supporte le FLAC absolument, on supporte le DSD, on supporte le lossless propriétaire d'Apple également. On supporte évidemment les fichiers compressés qui sont très courants. Mais notre principal positionnement, effectivement, c'est sur le FLAC D'accord. et équivalent. Alors là, sur ce slide, on voit ta boîte là. C'est quoi? Ouais. C'est un matériel hi-fi, celui-là. Alors ça, c'est effectivement le matériel hi-fi, mais si tu veux, c'est du all-in-one. On a compacté dans le device, dans le terminal, plusieurs fonctionnalités. La première, c'est le lecteur audiophile, qui est un lecteur local et réseau. Donc bien sûr, on supporte les standards DLNA et équivalents. On a un double DAC interne, c'est la raison pour laquelle on l'appelle lecteur audiophile. Donc on a des critères de sélection techniques qui sont très sérieux. C'est également un serveur audio, c'est-à-dire que cette même boîte va te permettre de délivrer de la musique sur de nombreux terminaux et tablettes et, euh, et appareils dans ton foyer. Là encore, on supporte les standards web et réseau du moment. C'est un convertisseur de CD, c'est un CD Reaper, pour utiliser le terme américain, Mmh. qui permet de récupérer depuis tes CD, ta bibliothèque de centaines de CD, les fichiers en qualité optimale et les rendre disponibles au foyer. D'accord, mais il y a un Évidemment, lecteur de CD alors. qui est amovible, pour ne pas insérer un matériel mécanique qui pourrait tomber en panne et poser des problèmes, donc il est externe. Et Ah, tout le d'accord. monde n'utilisera pas forcément. D'accord, mais moi j'ai un lecteur de CD audio externe. Je peux le brancher en USB? Un USB, absolument, oui. Bon, ok, bah c'est intéressant tout ça. Alors le local partagé, ça veut dire quoi? Ça signifie qu'on a 2 Tera de stockage dans la boîte qui dispose en fait, qui stocke ta bibliothèque musicale et qui la rend disponible sur ton réseau local, donc dans ton foyer. On propose des services cloud qui sont intégrés et qui sont en relation directe avec le terminal. On commence par 2 services. Le premier, c'est le backup, c'est-à-dire que l'intégralité de cette boîte est backupée dans le cloud. Le deuxième,
C'est un service de streaming qui te permet, quand tu es à l'extérieur de ton foyer, d'accéder à ta bibliothèque musicale comme si tu étais chez toi finalement. Et on est en train d'en rajouter quelques-uns. La semaine prochaine, par exemple, on annonce la mise à disposition d'un catalogue de plus de 12 millions de titres en qualité lossless, en streaming et en téléchargement avec la boîte. Ah ouais. Et alors, tu as passé des accords avec les majors? On passe des accords avec des gens qui ont les accords avec les majors et qui ont déjà les droits et les infrastructures. On ne peut pas s'inventer sur tous les marchés. On se focalise vraiment sur la boîte et l'intégration de la boîte sur une solution bout en bout, si tu veux. Alors, pourquoi tu as eu cette idée? C'est pour la voix de son maître, tu as marqué? Un peu. Et puis, pour être très franc, il y a quelques années en arrière, avec les gens avec lesquels je travaille, on a cherché à s'équiper et à utiliser des terminaux un peu modernes, à utiliser des technologies qu'on a adoptées dans le monde de la vidéo, mais dans le monde de l'audio. Et on n'a pas trouvé. Franchement, on n'a pas trouvé. On a acheté du matériel qui ne nous satisfaisait pas, qui ne correspondait pas à nos attentes. Donc un jour, on s'est tapé dans la main et on a dit, on va le faire. D'accord. Dis-moi, il y a une tablette, elle sert à quoi la tablette? Alors, c'est le dernier point de cette liste. En fait, la tablette, elle sert tant à contrôler le lecteur audiophile, qui pour le coup sert de télécommande, mais ça peut aussi devenir un client. C'est-à-dire que tu peux connecter quelques dizaines de tablettes à ton terminal, utiliser cela comme un client, pour écouter de la musique donc, tout en également contrôlant ton lecteur audiophile si tu le souhaites. Bon, c'est la même application qui, installée sur ton téléphone portable, te permettra d'accéder à la musique à l'extérieur. D'accord, tu peux nous détailler rapidement ce slide là? Alors, ce slide, il décrit les use cases que l'on couvre et qu'on vient de décrire assez succinctement. Tu as la Voxtalk capsule qui est dans la maison au rez-de-chaussée, qui est en fait un lecteur audiophile qui est branché sur des enceintes de haute qualité, qui te permet d'avoir un point d'écoute lossless audiophile, mais qui est également capable de diffuser dans la maison la musique sur des applications qui sont installées sur des tablettes. Mais tu constates également que là tu retrouves notre passé récent et notre présent télé d'ailleurs. On a aussi une application Smart TV, donc n'importe quel Smart TV décodeur qui supporte les technologies web ou tablettes supporte notre application et devient un terminal d'écoute dans les chambres, dans un salon accessoire ou dans un bureau. Alors, si j'utilise le Wi-Fi à partir de la capsule, est-ce que j'ai le Wi-Fi a un débit qui est quand même pas colossal? Est-ce que j'ai quand même du lossless sur les tablettes? Non. Non, parce que les tablettes aujourd'hui ne supportent pas ce genre de format. Donc en fait, le serveur est assez intelligent parce qu'il permet d'adapter la qualité du contenu au réseau et au terminal sur lequel tu l'écoutes. Et donc en live, on fait du transcoding. C'est-à-dire que notre fichier de base, c'est du lossless, mais on va l'adapter au terminal sur lequel tu l'écoutes et au réseau qui te permet d'accéder à la capsule. Et alors, je peux l'acheter, là, ça va coûter combien? Ah, c'est une bonne question. Tu ne peux pas encore l'acheter parce qu'en fait, on va lancer le projet sur Kickstarter, qui est une plateforme de crowdfunding. On lance ça sous quelques jours. On est en train de finaliser le processus d'inscription en ce moment. On a déjà des pré-séries qui fonctionnent. J'en ai avec moi là. Et donc, on peut montrer, on va faire des sessions live d'ailleurs de démonstration de notre produit. Mais on ne pourra pas livrer avant la fin de l'année. Le prix n'est pas encore public. On va l'annoncer sous quelques jours. Mais en gros, par rapport à des équipements hi-fi traditionnels, qui réclameraient d'ailleurs de cumuler 2 ou 3 équipements pour couvrir 80% de nos features, de nos fonctionnalités, on va diviser le prix entre 2 et 3. Ah ouais. Et alors, sur Kickstarter, tu as une filiale ou la société mère aux États-Unis alors? Alors, la société mère est effectivement aux États-Unis, puisque c'est notre marché ciblé, de prédilection. Par contre, toute la R&D et la fabrication se fait en France aujourd'hui. D'accord. Et là, tu es dans un bled paumé à côté de Montpellier. Exactement, on est au milieu des vignes. Bon, ok. C'est la nouvelle façon de faire du développement économique, en fait. Hein. Exactement, pour peu qu'on soit fibré. Bon, dis-moi, dans Kickstarter, tu demandes combien?
Écoute, on va chercher quelque chose comme 120, 130 000 dollars. Pas plus. C'est pas un ticket énorme, mais c'est ce qui va nous permettre de sécuriser le processus d'industrialisation. D'accord. On a financé l'intégralité des développements, tu vois, on a designé notre hardware, on a fait l'intégralité du produit ici, à Montpellier. Pour passer en mode industriel et diffuser ça plus massivement, on a besoin d'un petit coup de main, c'est la raison pour laquelle on va sur Kickstarter. Alors moi, je te mets 100 $. Qu'est-ce que j'ai en contrepartie? Ah, tu le découvriras dans quelques jours sur Kickstarter. Oh, il n'y a pas de journaliste entre nous. Ceci dit, comme tu le montres là sur le slide, euh, tu sais, le monde audiophile IFI est un petit peu élitiste parfois, et on Mm. essaie de casser ce code en proposant aussi des solutions do-it-yourself, des kits prêts à l'emploi. Donc on va fournir aussi des logiciels pour des cartes Raspberry, tu sais, ça vaut une trentaine de dollars, hein. Ouais. Tu as vu, il y a de nouveaux dispositifs qui sortent sur la carte, là, avec un petit DAC intégré sur la Raspberry. On a Ouais. d'autres DAC très haut de gamme, spécifiquement développés pour Raspberry également. Tu Donc peux tu nous peux te dire ce qu'est un monter. DAC? Tu peux nous dire ce qu'est un DAC? Oui, c'est un convertisseur en fait digital analogique qui te permet depuis à partir d'un fichier numérique d'écouter ta musique sur un dispositif analogique avec des enceintes au bout. Ah, d'accord. Et, et c'est souvent à ce niveau-là qu'on fait un petit peu d'économie parce qu'on a des systèmes qui doivent rentrer dans certains critères de coût. Et donc le DAC est un des éléments clés de la chaîne qui te permet Mm. de partir d'un fichier lossless jusqu'à une restitution de qualité. D'accord. Alors moi, un Raspberry me servira à quoi dans ta mécanique? Tu peux en fait quelque part cloner notre produit. Tu as donc le produit commercial sur étagère haut de gamme prêt à l'emploi. Et si tu as envie de bricoler un petit peu, que tu aimes bien le logiciel et que tu as envie de te monter ton propre système, tu pourras le réaliser sur la base d'une Raspberry. Alors bien entendu, ce qu'on a embarqué dans notre terminal est bien plus puissant qu'une Ouais, carte d'accord. Raspberry. Donc sur certaines fonctionnalités, tu vois, tu vas sans doute être un peu contraint. Mais nous, on va délivrer le même niveau de fonctionnalité logicielle. On va aussi regarder d'autres cartes un peu plus puissantes pour essayer de faire monter un peu le positionnement des kits do-it-yourself. D'accord. Alors moi, j'ai ton matériel. J'ai un lecteur de CD audio que j'ai connecté. J'ai repris toute ma discothèque de CD. Je l'ai Oui, intégré dans le serveur. oui. Comment je fais pour écouter des musiques que je n'ai pas, moi? C'est une excellente question. En fait, puisqu'on intègre l'accès à des catalogues, on va même être capable de compléter des albums que tu aurais partiellement intégrés. Donc j'imagine par exemple que tu n'as qu'un fichier d'un album particulier. On Ouais. va spontanément te proposer d'acheter en téléchargement ou en streaming le contenu qu'il te manque. Mais tu vas aussi pouvoir naviguer dans un catalogue de produits que tu n'as jamais entendu, que tu ne connais pas, et pouvoir acheter ces fichiers, ces albums directement depuis notre application. D'accord. J'achète. Le prix sera de quel ordre? Tu as une idée? Pour un track? C'est vraiment en fonction des albums. Là, pour le coup, ça ne dépend pas de nous, c'est pas nous qui allons fixer les prix, mais ce sont nos partenaires. Mais ça reste dans les normes du marché. D'accord. Et alors, le paiement se fait chez toi? Le paiement ne se fait pas chez nous, il se fait chez le détenteur du catalogue, mais au travers de notre infrastructure. Mais alors, les détenteurs de catalogue, c'est les majors, non? Ou c'est autre chose? Ils octroient des licences d'utilisation et d'accès à ces catalogues à des sociétés tierces. D'accord. Des gens comme Cobuzz, qui sont des Français, par Ouais, exemple, je connais. voilà, ont accès à ces catalogues. Tu as des gens comme Spotify et Deezer qui font à peu près la même chose avec un niveau de qualité inférieur. Euh, il y a de nouveaux acteurs qui ont annoncé voilà, leur entrée prochaine sur ce marché également. Tu vois, la Fnac l'a évoqué. Mais on a des critères de qualité qui font que rares sont les partenaires sur le marché qui nous conviennent en fait. D'accord. Est-ce que tu penses qu'à terme, le MP3 va disparaître au profit du FLAC, par exemple? Je le pense pas parce que tout le monde n'a pas cette attente de qualité. Ouais. Les réseaux ne supportent pas encore. Tu es bien placé pour savoir que
La qualité des réseaux fait qu'on limite la qualité du service, fatalement. C'est terrible, mais c'est comme ça. Par contre, à partir du moment où on est dans le foyer avec un réseau un peu plus sérieux, en théorie, pour peu que le réseau soit pas trop pollué, on doit pouvoir générer plusieurs points de consommation de fichiers FLAC dans la maison. D'accord. Alors, tu comptes commercialiser ton affaire comment? Pour l'instant en direct, c'est-à-dire qu'on lance l'opération Kickstarter, on va mettre en vente les produits sur le site web, mais on est d'ores et déjà approché par des revendeurs et des spécialistes, des boutiques ou des réseaux de distribution qui voudraient voir notre produit chez eux. On fait ça doucement. On a des ambitions énormes sur ce marché. C'est un marché de niche mais mondial. Donc on fait ça step by step. D'abord, on lance l'opération Kickstarter, on sécurise la première version, puisqu'on a d'autres versions de terminaux en réflexion. Et on se projette déjà, tu vois, sur quelques gros pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre et la France, les États-Unis. Et on commence à regarder l'Asie avec attention. Et une fois que vous avez lancé, vous allez apporter de nouvelles fonctionnalités? Oui, c'est un peu l'intérêt en fait. Quelque part, si je caricature un peu, on devient opérateur audio, dans le sens où on a des set-top box, des terminaux puissants, sur lesquels on a quand même des processeurs qu'on sous-utilise aujourd'hui, sur lesquels on va pouvoir ajouter des fonctionnalités. Le firmware est mis à jour par notre système qui administre les boîtes. Donc effectivement, l'idée c'est de partir sur une V1 software. On a surdimensionné le hardware dans des proportions assez importantes pour nous permettre de supporter de nouvelles fonctionnalités. Certaines d'entre elles sont déjà d'ailleurs en cours de prototypage. Tu peux nous donner une idée sur ces fonctionnalités? Écoute, on veut élargir un peu les use cases. Pour l'instant, la boîte, comme on l'a évoqué, a des fonctionnalités assez claires, mais relativement basiques, parce qu'on veut faire peu de choses, mais bien. Donc on va peut-être élargir certaines fonctionnalités, notamment côté serveur, côté partage de contenu, de façon à rendre accessibles certaines fonctionnalités sociales. Et donc permettre à des gens, par exemple, tu vois, qui éditent du contenu autour de la musique, de te faire découvrir cela. Ah, d'accord. Et on a quelques pistes assez sérieuses sur de la radio, mais haut de gamme, haute qualité. D'accord. À ton avis, on a un peu parlé de la concurrence, elle est inexistante, la concurrence là-dedans, presque, non? Elle est fragmentée en fait. C'est-à-dire que d'un côté, tu as le marché hi-fi haut de gamme et audiophile, avec un prix d'accès à ce marché et un coût des produits qui est assez élevé, qui est plutôt réservé à une élite, à des gens plutôt éclairés. Et de l'autre côté, tu as plutôt des systèmes qui se disent hi-fi, mais qui n'atteignent pas la qualité qu'on évoque aujourd'hui, et qui restent relativement coûteux si tu veux t'équiper d'un système sans fil qui disponible dans toutes les chambres de ton foyer. Ça va te coûter quand même un peu d'argent, mais sans réellement atteindre le niveau de qualité qu'on évoque. Donc effectivement, on se situe entre ces deux zones. Certains audiophiles et spécialistes hi-fi pourront basculer sur notre système considérant qu'il est satisfaisant. Des puristes vont peut-être préférer rester sur leur système, tu sais, où chaque terminal a une fonction bien segmentée. Et on pense aussi attirer une proportion assez importante des gens qui achètent des systèmes relativement faciles à installer aujourd'hui, mais qui attendent un niveau de qualité un peu supérieur. D'accord. Autre question, moi j'ai un gros PC avec une grosse basse, je me souviens plus de la marque, qui me permet de diffuser de la musique en MP3 de bonne qualité. Est-ce que je peux connecter ce PC avec tout ce qu'il faut? C'est du 5.1, c'est du 5.2.1, d'accord? Est-ce que je peux la connecter sur ta boîte à toi? Dans certaines conditions, oui, parce que notre boîte, elle peut être considérée comme une carte son en fait externe. Donc ça peut être une extension de ton PC, et donc tu peux utiliser les capacités audio de la boîte pour jouer des fichiers qui sont disponibles sur ton PC. C'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on peut très bien considérer ton PC comme une base de contenu DLNA et y accéder depuis notre boîte, ou tu peux accéder au contenu de la boîte depuis ton PC, puisqu'on est compatible de DLNA. Et la jonction entre les deux se fait comment?
Tu as de l'Ethernet par exemple dans ce cas-là, ou tu peux le faire en USB si tu veux utiliser notre boîte comme carte son audiophile, on va dire. D'accord. Quel est le marché, à ton avis, en France des audiophiles haut de gamme? C'est une question difficile, hein, franchement, parce qu'il est tellement fragmenté avec des gens qui achètent en direct dans des boutiques. Euh, mais franchement, on a été très surpris par les volumes que réalisaient des boîtes audiophiles qui paraissaient peu connues et qui en fait avaient leur population, leurs clients un peu partout dans le monde. Donc en France spécifiquement, j'aurais un peu de mal à répondre à ta question. Par contre, on a bien identifié dans le monde les zones dans lesquelles, ou les pays dans lesquels ces marchés sont très dynamiques. La France n'est pas le plus dynamique, mais une longue histoire audiophile et hi-fi en France, comme en Angleterre d'ailleurs. Mais si tu considères l'Europe, par exemple, Allemagne, Angleterre, France représentent 80% du business audiophile hi-fi européen. Et ensuite, tu as les États-Unis, tu as aussi en Asie, tu as Hong Kong ou le Japon. Ah, d'accord. Ces marchés sont assez dynamiques. Et la Chine et la Russie qui deviennent absolument visibles. Alors dis-moi, pourquoi avoir créé ta société aux US et pas dans ton bled paumé à côté de Montpellier? Tu gardes la question polémique pour la fin, en fait. Ouais. Non, il y a deux raisons. La première, c'est que on ne peut pas exister sur ce marché sans être présent aux États-Unis. C'est un gros marché d'un seul tenant, moins fragmenté qu'ailleurs. Donc il faut absolument, pour exister et atteindre des volumes nécessaires, être présent aux États-Unis. Quitte à être présent aux États-Unis, on s'est dit autant être connoté américain, un peu plus que venir avec notre accent du Sud et franchouillard, tu vois, et le béret sur la tête, qui est pas très vendeur en fait aux US quand on parle de technologie. D'autant que notre cible, ce sont, tu vois, les Quadra, Kenka, Ouais. ou un peu plus, qui sont intéressés par les nouvelles technologies, qui veulent un système audio de qualité. Et enfin, on nourrit des ambitions assez élevées, assez importantes. Donc on commence à discuter d'une levée de fonds qui devrait probablement se faire aux États-Unis. D'accord. Alors pourquoi Santa Rosa au nord de San Francisco et pourquoi pas dans les Silicon Valley? Bon, c'est juste un aspect pratique parce que notre réseau et nos partenaires locaux sont dans ce coin-là, mais c'est probablement une adresse qui va changer. Ah, Et d'accord. effectivement, la Silicon Valley, c'est plutôt la cible. Bon. Eh ben écoute, merci beaucoup. J'attends avec impatience ton Kickstarter. C'est pour dans quelques jours, tu nous préviendras. Avec plaisir. Merci beaucoup. Donc on va dire au revoir à tous ceux qui nous ont écoutés. Moi je vais arrêter l'enregistrement et puis nous on reste connectés. Au revoir tout le Merci. monde. Au revoir.